Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue dans Les enfants de la République, dont vous êtes l'invité Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Haut fonctionnaire, vous avez dirigé le commissariat au plan, gaulliste, membre du RPR, de l'UMP, puis des Républicains. Vous avez fait la campagne de Maastricht avec Charles Pasqua et Philippe Séguin en 1992, la campagne présidentielle de Jacques Chirac en 1995 autour du concept de la fracture sociale, puis celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc vous devenez le conseiller spécial après son élection. Vous avez été l'auteur de ses principaux discours avant d'être élu député des Yvelines en 2012. Depuis, Henri Guénaud, votre voix et vos analyses comptent. Et puisque cette émission, Henri Guénaud, s'appelle Les enfants de la République, eh ben, qu'est-ce que représente la République pour vous ? Alors, la République, d'abord, c'est ce qui m'a permis de m'extraire de mon milieu social. Dont on va parler. Voilà, pour pouvoir jouer un rôle dans la société, occuper des responsabilités. Sans la méritocratie républicaine, je n'aurais jamais pu avoir la vie que vous avez. Et on va parler de ça parce que c'est important, la méritocratie. Une deuxième chose, la République, pour moi, c'est un peu l'autre nom de la France. Je ne veux pas dire que la France a commencé avec la République, mais la République une et indivisible, qui est un projet de société, pas seulement un régime. Hein. Vous savez, c'est la distinction que faisait Régis Debray entre la démocratie et la République. Et je dirais que pour un républicain comme moi, et comme la plupart de ceux avec lesquels j'ai travaillé, la République, c'est un projet de société, la démocratie, c'est un régime. Et vous ne dites pas, comme un autre, la République, c'est moi. Non, je n'en suis pas là. Voilà. Mais c'est d'une certaine façon la France une et indivisible, la France de la République, c'est l'accomplissement du projet capétien. Donc ça se situe, c'est un accomplissement de l'histoire de France. Une éternité. Un accomplissement, même. Ouais. C'est-à-dire pendant des siècles, les rois de France ont essayé de constituer une nation unie, d'unifier un pays qui était très divers, très hétérogène, même s'il avait épousé ces frontières-là déjà du temps de Clovis, mais il a fallu tout refaire après l'ère de la féodalité. Et la République, elle a accompli au fond ce rêve-là, puis ensuite... ce rêve des rois de France. Voilà, le rêve des rois de France, oui, le rêve des Capétiens, enfin le rêve capétien. Voilà, c'est la France, elle a été faite par une volonté politique, elle a été faite par l'État. La société française, la société civile, elle a été faite par l'État. Et par les valeurs de la République. Hein. Et par oui, mais qui sont les valeurs, en fait, qui sont des valeurs qui datent d'avant la République. Par exemple, l'égalité, vous savez, c'est la toute-puissance du souverain, c'était une façon de mettre à égalité devant la toute-puissance de l'État. Le plus puissant et le plus... Il manquait une chose, c'était la démocratie à l'époque. Il manquait la démocratie. Oui, mais la démocratie, c'est un régime. Ça, c'est la nouveauté, l'invention de la... Enfin, on puisait dans l'Antiquité, mais dans le modèle grec, mais c'est l'invention de la Révolution française. Mais la démocratie, en fait, c'est moins que la République, d'une certaine manière. Enfin, c'est un régime, une institution. D'ailleurs, puis il y a la France des Lumières, hein, tout ça. Mais la France des Lumières, ça nous renvoie à une mutation intellectuelle et morale, mais qui, elle aussi, puise ses racines dans le passé. Alors, vous avez travaillé, Henri Guénaud, auprès de Philippe Séguin. Vous étiez très attaché à Philippe Séguin. Oui. Très attaché à Philippe Séguin. Charles Pasqua aussi. Oui. Hein, quelqu'un pour qui j'avais une grande affection et un grand respect pour les deux, d'ailleurs, de façon avec des personnalités très différentes. Très différentes. Mais très complémentaires, en réalité. Mais ils ont milité et travaillé ensemble. Vous avez travaillé avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Ça vous a appris quoi, on va dire, d'avoir été un conseiller de l'ombre, un conseiller dans l'ombre? Alors, j'ai parfois été un conseiller dans l'ombre quand j'étais très jeune, mais moi, je suis un Méditerranéen. Vous n'avez pas dit, mais je suis né à Arles, Provence, au bord de la Méditerranée, sous le soleil. Je n'aime que le soleil, je n'aime que la lumière. Et donc, dès que j'ai pu échapper à l'ombre, j'ai échappé à l'ombre. Non pas
non pas pour me montrer, mais parce que vous savez, dans l'ombre, il fait très froid. Voilà, vous avez besoin du soleil, voilà, de la lumière. Oui, la lumière, mais c'est ce qui m'a donné ce besoin de lumière, c'est le soleil. Alors, c'est juste de dire que, et on reparlera de la politique, de la gouvernance, de la manière de gouverner, de présider, de dire que Séguin, Pasqua, Chirac, Sarkozy, c'était une autre époque. Ah oui, c'était une autre époque. Alors, déjà, là, on a plusieurs époques. Oui, mais c'est pour ça que parce que moi, quand je commençais à m'intéresser de façon active à la politique, sans en faire pendant très longtemps mon métier. D'abord, vous disiez haut fonctionnaire, j'ai pas toujours été haut fonctionnaire. J'ai résumé. Voilà, oui. Et j'ai pas toujours fait de la politique. Je raconte souvent que je suis devenu gaulliste vers l'âge de 8 ans en ouvrant un livre d'histoire où il y a une petite vignette avec le portrait du général de Gaulle avec écrit dessous « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre ». Donc je suis devenu naïvement gaulliste très longtemps. Je suis devenu encore plus en faisant mes études. Vous voyez à quel point c'était un autre monde. Nous vénérions la Ve République, Michel Debré, les grands serviteurs de l'État. Et l'État lui-même, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Je vais vous poser la question autrement. Que vous ont appris les uns et les autres? Alors chacun m'a appris des choses différentes. Ceux qui m'ont laissé une trace, trace intellectuelle, politique, philosophique la plus profonde, c'est Pasqua et Séguin, parce qu'ils incarnaient pour moi les deux faces du gaullisme. Et pas Chirac et Sarkozy. Alors, Chirac c'est autre chose. Chirac, il y a de l'affect. Mais Chirac n'a pas fait progresser ma philosophie politique, si vous voulez. Mais vous avez peut-être quelque part, on en reparlera, il vous a fait peut-être sortir de l'ombre, Chirac. Oui, enfin, on fait sortir de l'ombre, on nommé commissaire au plan, mais puis il y a sa campagne présidentielle. Voilà, il a eu l'intelligence, je trouve, de prendre à bras le corps ce problème de la fracture sociale, en tout cas dans la campagne. Après, on en reparlera, mais il faut se souvenir qu'il avait commencé par le travaillisme à la française quand il a créé le RPR. Voilà, ce que je dois à Chirac, en fait, c'est le RPR de la première époque, par lequel je suis rentré dans la vie politique, pas dès 76, dès le début des années 80, c'est-à-dire quand j'ai fini mes études, fait mon service militaire. On parlera du service militaire d'ailleurs. Alors, Jacques Chirac, on parle un peu de lui. Il était petit-fils d'un instituteur, de ce qu'on appelait un hussard noir de la République, un grand-père qui a façonné en lui cet esprit républicain. Et pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi? Parce que l'école, on en parle beaucoup depuis des années et des années. Quand on s'en prend à l'école, comme ça a été cruellement le cas depuis la décapitation de Samuel Paty, du professeur Samuel Paty. Est-ce juste de dire que la République est en danger, que nous sommes sur deux braises, et comment faire en sorte que l'école de la République ne soit plus une cible? Alors, ce qui est en danger, la République est en danger, encore une fois, non pas en tant que régime, elle est en danger en tant que projet de société, c'est de ça dont je parlais. Conception de la nation. C'est-à-dire la République une et indivisible, le contraire du communautarisme, le contraire du tribalisme, celle de l'autorité de l'État, du mérite, etc. Elle est en danger, mais elle est en danger. Elle était en danger bien avant l'affaire de Samuel Paty. On l'a vu d'ailleurs pour ce qui concerne l'école, au moment vous savez, le fameux mouvement Pas de vague, qui est antérieur à la... Jusque-là, on vous expliquait qu'il n'y avait pas de violence à l'école. Voilà, tout allait bien. On avait fait triompher le pédagogisme, l'enfant roi, l'instituteur, le professeur qui n'était plus tellement là pour transmettre un savoir, mais pour accompagner l'élève, un accompagnateur et non plus un enseignant. Et on a découvert brusquement que s'il n'y avait pas de violence à l'école dans les chiffres, c'était tout simplement parce qu'on dissuadait les gens de déclarer les violences. Bon, et puis après, d'ailleurs, on en parlera sans doute tout à l'heure. Au début des années 2000, on a dit il n'y a pas d'antisémitisme dans les banlieues. Oui, mais on sait ce qui s'est passé. Sur les banlieues, le débat, dès les années 2000, on a commencé à avoir des données, des thèses, des livres sur ce sujet, des rapports qu'on a enterrés. Où on montrait qu'il n'y avait plus de respect de la laïcité, il y avait une invasion de fanatisme religieux. L'islamisme, un mal français?
Bah, c'est pas un que danger français, pour, c'est un danger. oui, un danger pour la Mais République. comme toutes les radicalités, c'est un danger. C'est quand vous pouvez plus enseigner la Shoah à l'école, que vous pouvez plus parler des croisades. Ou des sciences, hein. Les sciences aussi, les sciences naturelles en particulier. Voilà, là, il y a un danger quand une doctrine pousse les enfants et les parents à la violence, à la menace, etc. Et ça finit par Paty, quoi. Voilà, mais il faut se souvenir quand même que dans l'histoire de Paty, l'empêcheur de tourner en rond, l'autre fauteur de désordre, c'était Paty aux yeux de l'administration, aux yeux de ses supérieurs. C'était lui. Et aux yeux de certains politiques aussi. Hein. Aux yeux de certains politiques, oui, mais parce que tout ça se tient. Hein, et c'est lui qu'on s'apprêtait à sanctionner. Et pourtant, c'était après Charlie. Hein, après oui, mais parce que voilà, c'est beaucoup plus profond, c'est très profond. Donc, il suffit pas d'un attentat aussi horrible soit-il que celui de Charlie pour déraciner ce genre d'attitude, de mentalité. Le mal. Oui. Hein. Alors, vous, Henri Guénaud, vous êtes quelque part un symbole de la méritocratie républicaine. Vous l'avez un peu dit au début de cette émission. Je ne sais pas si je suis un symbole, mais j'en suis un bénéficiaire. Bénéficiaire. Ouais. Élevé par une maman, femme de ménage, une grand-mère aide-soignante. Quelque part, un parcours à la Camus, on peut dire. Hein, mais ça ressemble beaucoup. C'est pour ça que moi, je me suis beaucoup reconnu dans Camus. Ouais. Je suis pas un adepte de la philosophie de l'absurde, mais j'ai trouvé dans Camus... une mère illettrée, Camus, hein. Oui, absolument. Enfin, elle n'était pas illettrée, mais elle n'a jamais réussi à passer son certificat d'études. Quand on lit Le Premier Homme, par exemple, hein, j'ai lu à peu près tout Camus, j'ai même écrit un petit livre sur Camus, je me sens concerné à la fois par sa situation familiale, par son enfance, et par le rapport à la Méditerranée et à la tragédie. Mais il y a des choses extraordinairement émouvantes. Et moi, je suis né d'un père inconnu, et j'ai une phrase dans l'extraordinaire. Élevé par quelqu'un qui a compté aussi. Mais Camus a perdu son père à la guerre, donc il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Vous savez, il y a 2 épisodes extraordinaires dans Le Premier Homme. Il y a celui de l'instituteur qui lui dit, qui dit à la fin de l'année, je sélectionne, il y a 5 élèves, je crois, il a été admis au lycée. Pour les aider gratuitement, qui sont des enfants modestes, pour préparer le concours des bourses. Et allez demander, il faut que vous demandiez l'autorisation à vos parents. 4 reviennent avec l'autorisation, 1 revient sans l'autorisation, c'est le petit Camus, parce que il a 12 ans, il faut ramener de l'argent à la maison. Et il prend petit Camus par la main, et il va convaincre la mère et la grand-mère, surtout. Et elles comprennent. Voilà. Et la deuxième, qui est pour moi une des choses que j'ai trouvé les plus émouvantes dans toute j'allais vous dire, c'est très émouvant ce que vous dites. Ouais. Très émouvant. Ça doit parler pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Et vous savez, au début de l'année, moi, c'était le cas quand j'étais enfant, en tout cas, on remplissait une petite profession feuille de papier. Du père, de la mère. Non, du père, de la mère. Bon, moi, la case père, elle était blanche, et la profession de la mère, femme de ménage. Bien. Et Camus raconte que c'est lui qui parle en réalité dans son livre, et qui parle de lui. Il dit que devant ce moment, alors bon, la mort du père, elle était courante, puisqu'on était après la guerre de 14. Il y en avait un montier dans la classe qui était dans le même cas. Mais la profession de la mère. Et là, il hésite, il n'ose pas dire femme de ménage, il cherche, il finit par mettre domestique. Et il dit pour la première fois... j'ai eu honte de ma mère. Non, il dit pour la première fois, l'enfant, dont je ne sais plus le nom qu'il lui donne, mais a éprouvé le sentiment de la honte d'avoir eu honte. La honte d'avoir eu honte. Voilà. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Qui moi, m'a profondément touché, parce que j'ai eu à certains moments honte d'avoir eu honte. Et d'ailleurs, honte d'avoir eu honte, avec les années qui passent, vous comme moi, mais ça me fait penser à on se dit quelquefois... On a honte d'avoir eu honte d'un certain nombre de scènes, voilà. Et ça m'a aussi beaucoup rapproché de Philippe Séguin, qui avait perdu son père, lui, à la guerre très, très jeune, et qui parlait toujours au fond il y avait toujours au fond de lui l'enfant pauvre de Tunis, élevé. Sa mère était institutrice, mais ils n'avaient pas d'argent, et il s'en est jamais détaché. C'est-à-dire, même ayant appartenu à l'élite du corps social. D'où son cheminement. Voilà, il s'en est jamais détaché. C'était... alors, il appelait ça l'orgueil du pauvre. L'orgueil du pauvre, l'ascenseur social, Henri Guénaud. Est-ce que vous avez bénéficié quelque part de l'ascenseur social ? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ?
Alors, c'est toujours possible, mais c'est très dur et ça s'est beaucoup détérioré. Voilà, la vérité, elle est là. C'est qu'on cherche à compenser ça par des quotas, par des... vous savez, on met dans les... à Paris, par exemple, on affecte les gens, on a désectorisé les lycées, donc après le collège, on les affecte avec des algorithmes dans lesquels il y a des positions sociales dont on ne sait pas très bien comment elles sont calculées. Mais c'est extraordinaire. La République faisait la même chose bien mieux, en se fondant que sur le mérite, avec des enseignants qui élevaient leurs élèves, qui les poussaient. Peut-être que le problème vient aussi du fait que les enseignants aujourd'hui ne sont pas respectés. Mais ils ne sont pas respectés, il faut voir ce qu'on leur a fait. Enfin, d'abord, la façon dont on les a recrutés. Y compris au niveau du salaire. Hein. Les effets de l'après 68, du pédagogisme, des conditions matérielles et des conditions morales dans lesquelles ils exercent leur métier. Et on avance. Et on n'en trouve plus. Mais moi, mes instituteurs... Il manque 3000 enseignants. Mes instituteurs, la plupart étaient de gauche, étaient socialistes, et ils avaient une envie de transmettre... Et dans les petits villages, les instituteurs, c'était l'élite. Oui, mais c'était l'élite, mais ils étaient logés, ils avaient le regard de la société. On les respectait. Mais bien sûr, parce qu'on respectait le savoir, mais on respectait le savoir parce qu'on était aussi allé à l'école. Et vous allez voir, je vais vous poser une question. À respecter le savoir. On va poursuivre sur le savoir, le respect des élites. D'abord une question. Quand vous constatez l'évolution de la société française, les fractures qui se multiplient, et pas simplement sociales comme en 1995, est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui la suppression du service national, du service militaire, en 1996 par Jacques Chirac? Est-ce que ça n'a pas été, entre guillemets, une grosse connerie? J'ai considéré que c'était une faute dès que ce sujet est venu sur la table. Et je milite depuis pour la restauration du service militaire. Alors, on me dira que ça coûte cher, que oui, c'est très difficile, ça coûte cher. Mais je pense que la désintégration sociale nous coûte encore plus cher. Donc, et il faut tenir tous les bouts de la réunification de la société. Ça va de la maternelle jusqu'au bac. Et ensuite, le service militaire. Si vous parlez à des gens de ma génération, quels qu'ils soient et quelle que soit leur position sociale, tous ceux qui ont fait leur service militaire en ont finalement gardé un excellent souvenir. Un excellent ou un moins bon souvenir? Le moins bon souvenir, vous savez, c'est celui de ceux qui se sont fait, qui se sont trouvés des planques, mais oui, voilà, qui étaient, on appelait ça les fils d'archevêque à l'époque, de façon un peu comique. Mais j'ai connu un peu ça. Voilà. Mais les autres, non, les autres, ils racontent encore à leurs enfants, à leurs petits-enfants, leur service militaire. Alors, on revient à ce que vous disiez avant. Je vais vous donner un exemple quand même très intéressant. Pourquoi c'est un élément de socialisation? Moi, je commandais dans un régiment de chars un peloton où il y avait 30 personnes, vraiment le plus bas niveau de scolarisation qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est dans le début des années 80. Et les gens étaient bien logés, c'était une ancienne base de l'OTAN. Et dans une chambrée, vous savez, les promotions se renouvellent au fur et à mesure des dates de naissance. Et arrive un garçon qui n'avait pas appris à se laver. Alors, au bout de 3 jours, les autres l'ont lavé. Alors, sans violence. Il a compris, sans violence. Ça lui a appris que, des règles élémentaires de la vie en société. Et tout ça s'était fait sans violence. Mais voilà, ça sert à ça aussi. Moi, j'ai appris à me raser au service militaire. On apprend, il y en a qui apprenaient à se raser, il y en a qui apprenaient à conduire, il y en a qui apprenaient... Mais ils apprenaient surtout à vivre avec les autres. Ouais. Et pour la première fois de leur catégories vie, différentes. Pour certains, pour la première fois de la vie, rencontrer la règle. Ouais, tout à fait. Alors, et justement, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est ce qui manque aujourd'hui, la règle, le respect. Le travail. Oui, mais ça s'apprend. Aujourd'hui, à l'école, on demande, le pédagogiste demande à l'élève de découvrir lui-même les règles au lieu de les apprendre. Et quand on commence comme ça, on est sûr que la suite sera désastreuse. Alors, on a déjà fait 18 minutes depuis le début de l'émission. Il y a encore plein de questions. Il nous reste une demi-heure. Il faut aller vite. Quand vous constatez que, plutôt, est-ce que le problème de la France aujourd'hui, ça nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, l'un de ces problèmes, c'est pas qu'on déteste ces élites, que l'on ne respecte plus ces élites, notamment les enseignants, les forces de l'ordre, les pompiers, les médecins, ainsi de suite. Et est-ce que autre question qui est un peu liée à celle-là, est-ce que les intellectuels, Henri Guénaud, jouent encore le rôle, on va dire, de lanceurs d'alerte? Alors d'abord, les élites supérieures, pour être appelées élites et pour être respectables, il faut qu'elles soient... pour être respectées, il faut qu'elles soient respectables. C'est-à-dire... C'est pas le cas pour vous. C'est-à-dire qu'elles se reconnaissent des devoirs.
L'élite, elle se reconnaît des devoirs, sinon ça n'est pas une élite. Donc déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se situent dans les tranches supérieures de responsabilité qui ne se reconnaissent pas assez de devoirs et de devoirs vis-à-vis de ceux sur lesquels ils exercent leur autorité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la socialisation, ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. C'est un processus qui commence dès le plus jeune âge. Alors, il commence dans la famille, mais et après, il y a l'école. Et l'école est parfois obligée de se substituer à la famille quand la famille ne le fait pas. Bon. Et donc alors la gauche a noyé l'autorité à l'école dans le pédagogisme, dans le post-68A, et la droite dans vous savez, l'employabilité. L'école, c'est l'employabilité. Non, l'école, c'est pas l'employabilité. L'école, c'est d'abord le savoir. C'est d'abord la formation de l'intelligence, de l'esprit critique. C'était exactement le projet de l'école de la République. On poursuit sur vous, Henri Guénaud. Vous avez été commissaire au plan. Conseiller de l'ombre ou pas, puis député. Vous êtes occupé aussi de l'Union pour la Méditerranée, du Grand Emprunt, du Grand Paris. Où est-ce que vous pensez avoir été le plus utile? Où est-ce qu'on est d'ailleurs le plus utile? C'est quand on est haut fonctionnaire ou quand on est politique? Vous avez été député. Oui, alors j'ai été à la fois politique, haut fonctionnaire, et puis j'ai eu une autre vie en dehors. Mais oui, à l'Élysée, moi, je me suis senti utile. Alors, ça veut pas dire que les discours de Nicolas Sarkozy, on va en parler aussi. Oui, mais les discours n'ont d'intérêt que s'ils changent les choses. Alors, vous avez l'impression qu'ils ont changé les choses ou pas? Dans certains domaines, oui. Alors, sur le grand emprunt, ce qui est devenu après le programme des investissements d'avenir, à une époque où l'investissement était totalement laissé de côté au nom de la rigueur budgétaire. Vous avez été critiqué, Nicolas Sarkozy, sur le discours sur l'Afrique, ainsi de suite. Oui, mais ça c'est en général. Les gens qui ont critiqué le discours de Dakar, on pourrait faire une émission entière dessus, sont soit des gens qui ne l'avaient pas lu, soit des gens qui avaient intérêt à en prendre le contre-pied. Vous savez, il y a des gens qui font leur chiffre d'affaires sur la victimisation de l'Afrique. Bon, voilà, le discours de Dakar. Ça veut dire quoi, faire son chiffre d'affaires sur la victimisation de l'Afrique? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire son chiffre d'affaires, faire des voix? Non, de l'argent. Ah, de l'argent. Il y a tous les grands spécialistes qui vous expliquent. Ah, les experts. Voilà, qui vous expliquaient que l'Afrique, l'homme africain, ça n'existe pas parce que l'Afrique, c'est pas un tout. C'est comme si ça m'avait échappé que, évidemment, un Africain du Sud, c'est pas la même chose. Ou le Maghreb, c'est pas la même chose qu'un Soudanais. Bon, très bien. Mais en plus, on parlait d'Afrique subsaharienne dans cette affaire. Mais qui après écrivent un livre, l'Afrique répond à Sarkozy. Voilà, donc l'Afrique n'existe pas, mais en revanche, elle répond à Sarkozy. Mais quand on écrit les discours d'un président de la République, vous en avez écrit d'autres, qu'est-ce qu'on éprouve avant et après? Alors, d'abord, pour ce qui me concerne, moi, je suis pas un écrivain public et je ne peux parler que de ma propre expérience. D'abord, une responsabilité très lourde parce que la parole d'un président de la République, quel qu'il soit, normalement, elle pèse très lourd. Voilà, je ne comprends pas que un président de la République puisse, je n'avais jamais vu ça avant les années récentes, puisse se promener à l'étranger en improvisant. On n'improvise pas un discours de président de la République parce que les mots pèsent trop lourd, a fortiori à l'international. Et puis il y a des discours qui ont pesé plus que d'autres. L'Union pour la Méditerranée, c'était une tentative, à mes yeux, extraordinaire, qu'on a ensuite balayée d'un revers de la main. Mais regardez aujourd'hui, je veux dire, ne serait-ce que pour gérer les flux migratoires, ne serait-ce que pour essayer de gérer nos rapports avec le continent africain, avec le Moyen-Orient. Bon, c'était un rêve que je poursuivais depuis d'ailleurs le commissariat du plan. Et depuis Arles. Alors, Arles, je ne pensais pas que encore... vous avez Arles, que vous avez en tête. Voilà. Arles, la Méditerranée, c'était pour moi déjà un monde en soi, mais l'idée d'unir les pays de la Méditerranée, de la rive nord, sud et du Moyen-Orient, ça m'est pas venu dans mon enfance à Arles, ça m'est venu après. Et je me souviens, m'être dit dans le bureau de Jean Monnet, que j'occupais à l'époque, Jean Monnet a pensé ici l'unité de l'Europe, est-ce qu'il faut penser maintenant l'unité de la Méditerranée? Et il n'y a que Nicolas Sarkozy qui a fini par le prendre à bras-le-corps, ses successeurs ayant laissé ça de côté. Et puis il y a le Grand Paris, même chose, c'est un projet extraordinaire. Mais qui a abouti quelque part, le Grand Paris. Qui a abouti, mais qu'on a rétréci, qu'on a beaucoup dénaturé, et qui était l'embryon d'une grande politique d'aménagement du territoire, qui elle aussi a été abandonnée, et qu'on avait essayé d'esquisser d'ailleurs avec Pasqua quelques années avant. Dans les Hauts-de-Seine. Et ça, c'est l'abandon de l'aménagement du territoire et d'une politique d'État de l'aménagement du territoire est une
catastrophe pour notre pays. Alors on avance. Le clivage politique, est-ce qu'il existe toujours, le clivage gauche-droite que vous avez connu? C'est quoi le clivage idéologique d'aujourd'hui? C'est quoi la ligne de partage? À droite, hein? Ça fait beaucoup de Ça questions. va bien, c'est lié tout ça. À droite, on fait plutôt davantage confiance à la liberté individuelle et à la gauche à la solidarité collective. Est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Bah non, enfin, je veux dire, c'est absurde comme position. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que les gens qui se définissent par le mot droite pensent tous que la liberté individuelle vaut plus que tout le reste. En tout cas, certains disent ça. Certains, mais non, mais parce qu'il y a plusieurs certains politiques de droite. Et de oui, gauche, mais ça, c'est les politiques. Voilà, mais après, vous répondez ce que vous voulez. Voilà, mais voilà. Il y a des politiques de on va dire la droite orléaniste, la droite libérale, voire ultralibérale, voire libertaire, qui n'aiment pas l'État, qui n'aiment pas l'autorité. Comme il y a une gauche qui est dans le même cas, mais c'est pas toute la droite, c'est pas toute la gauche, et en plus je pense que cette classification ne tient pas debout. Elle avait aujourd'hui elle avait une signification quand il y avait le collectivisme d'un côté et puis ce qui n'était pas le collectivisme de l'autre. Bon, elle avait une signification à une époque antérieure encore où il y avait la misère ouvrière et les luttes sociales d'un côté et puis de l'autre côté une forme de darwinisme social et de cynisme qui faisait passer le profit et finalement la loi du plus fort avant la loi du plus fort n'étant pas la méritocratie. Hein, bien sûr. Voilà. Mais aujourd'hui ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la gauche a abandonné la question sociale depuis très longtemps, en tout cas une bonne partie de la gauche. C'est le Rassemblement national aujourd'hui qui l'a récupéré. Alors, le Rassemblement national a récupéré les électeurs du Parti communiste, puis ensuite il a récupéré les couches populaires qui votaient pour le RPR. Et les paysans. Et maintenant, ça en fait partie. Compte tenu de ce que gagnent les paysans, ils en font partie. Et puis maintenant, on monte dans les couches moyennes qui elles-mêmes deviennent de plus en plus des couches populaires. Donc, on voit bien, et le Rassemblement national, c'est pas la droite. Enfin, le socle, en tout cas le socle électoral, sociologiquement, est devenu populaire. N'est pas la droite. Donc tout ça n'a pas de sens. Et on me dit souvent que la France est à droite, qu'elle se droitise. Non, quand vous regardez le débat sur les retraites, il y a 75 ou 80% des Français qui étaient contre la réforme. Vous étiez contre? Vous étiez contre? Oui, j'étais contre, oui. On en parlera. Comme M. de Courson. Comme M. de Courson. Voilà. Qui a été votre ami, non, M. de Courson? Oui, que j'aime bien. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout, mais que lui, qui est aussi rigoriste sur les finances publiques, soit contre, aurait dû quand même être un motif de réflexion pour les auteurs d'une réforme. On va reparler de ça. D'abord, de quoi doit être faite la colonne vertébrale d'un homme politique pour être capable d'exercer le pouvoir? Qu'est-ce qui fait le bon gouvernant? Alors, le bon gouvernant, d'abord, pour gouverner, il faut aimer les gens qu'on gouverne. Deuxièmement, aimer les Français. Aimer les Français, aimer la France. Mais c'est vrai pour n'importe quel gouvernant, dans n'importe quelle situation. Il faut les aimer et les respecter. Vous savez, c'est comme un chef militaire. S'il n'aime pas ses hommes et si c'est juste de la chair à canon, c'est un mauvais chef. Et ils s'en rendent compte, les hommes. Et les Français s'en rendent compte. Bien sûr, et les Français s'en rendent compte. Vous avez un devoir, quand vous êtes un chef d'État, un chef de l'État, vous avez un devoir, c'est celui de vous préoccuper toujours, non pas d'avoir l'adhésion de tous, le consensus, mais d'obtenir le consentement. C'est-à-dire que le jour où vous brisez le consentement, c'est-à-dire où les gens ne consentent plus à obéir aux lois qui ne leur plaisent pas, parce que vous avez franchi une limite, on revient à Camus. On y est aujourd'hui, là? Oui, je pense qu'on y est, là. Depuis longtemps? Ça commence à... C'est Emmanuel Macron qui était l'origine de cette rupture. Le président de la République a cette caractéristique, c'est une question qui ne l'intéresse manifestement pas. Quelle question? Celle de la limite. Ouais. Voilà. Vous savez, vous allez me dire que j'ai pas le temps, mais ça fait, je vais vous l'infliger quand même. Je reviens. On va vous dire peut-être que Nicolas Sarkozy n'avait pas non plus. Je reviens à Camus. N'avait pas non plus. Je reviens à Camus, qui dit nous avons besoin d'une philosophie des limites. Dans Caligula, la pièce de Camus qui consacre à cet empereur romain qui lui n'avait pas de limite. Au début, il y a une scène. Emmanuel Macron, c'est Caligula? Non, c'est pas Caligula, mais il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a dans cette pièce. Voilà, cette pièce parle de la question des limites. Il ne s'agit pas de faire de comparaison ridicule, mais c'est une pièce au fond les limites qu'on se donne. Et au début, la première scène, Caligula vient de perdre sa sœur, il est très triste, et un conseiller arrive et lui dit César, il faut que je te parle de quelque chose
écoute, moi, je viens de perdre ma sœur, on en parlera plus tard. Non, mais c'est très important. Mais non, mais c'est la chose la plus importante au monde. Tenez bien ça, dit le conseiller. Il dit, bon, très bien, tu veux me parler de quoi? Du trésor? Ben oui, oui, César, parce qu'on a besoin d'argent. Ah, il y a bien, très bien. Alors j'ai une idée. On va demander à tous les citoyens de l'Empire d'établir un testament en faveur de l'État. Et puis comme il faut régulièrement des recettes, chaque année on en exécutera un certain nombre. Et puis on va dans cette... Alors, le conseiller est un peu effaré. C'est une proposition qu'on va faire à Michel Barnier, on en reparlera. Oui, mais c'est très intéressant. Le trésor, c'est la chose la plus importante au monde. Et donc il est effaré. Et l'empereur dit, alors je résume, il dit, mais tu m'as bien dit que c'était la chose la plus importante au monde. Donc c'est plus important que la vie humaine. Ouais. Vous savez, et il dit, vous savez, à partir de maintenant, nous allons vivre selon la logique. Vous allez voir, vous allez souffrir. Parce que même... Du sang et des larmes. Même quand il s'agit de la logique, il faut se mettre une limite. Et il a logiquement raison. C'est la chose la plus importante du monde, donc c'est plus important que la vie. Il faut savoir se mettre une limite. Et le bon gouvernant, c'est évidemment celui qui a une vision, celui qui a un grand caractère, celui qui sait dominer les événements, mais c'est celui qui sait se mettre une limite. Prenez De Gaulle, en 1944, il peut instaurer une dictature, il ne le fait pas. En 1958, il le peut aussi, il ne le fait pas. Au moment du putsch des généraux, il décrète l'article 16, il n'en abuse pas. Au bout de 6 mois, ça s'arrête. Alors, limite. Et en 1969, quand on vote contre lui, il s'en va. Limite, est-ce que Michel Barnier est capable de se mettre une limite? Oui, je pense que c'est un homme qui se met des limites. Ouais, lesquelles? Mais ça, c'est des limites. À la limite. Non, mais c'est des limites. Et quelles limites il doit se mettre? Mais toutes les Alors limites. on va préciser les choses. Sauf que lui, il est encore plus contraint que n'importe quel homme qui gouverne. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans une situation où on lui confie le gouvernement sans la légitimité de gouverner. Il n'a pas reçu de mandat. Parce que quand on a 47 députés sur 589... 577, pardon. Ça fait, Mais on n'a pas nommé LR à la tête de... On a nommé M. Michel Barnier parce qu'on pensait qu'il avait le profil, qu'il savait négocier, et on savait que cette personnalité-là ne serait certes probablement pas censurée dès le début. Voilà, donc... D'ailleurs, c'était un bon choix. Ça a été un bon choix d'Emmanuel Macron. Dans les circonstances créées par le président de la République. La dissolution. La dissolution et la façon dont il a géré la nomination dont il a tiré les leçons des résultats. C'était un bon choix. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui doivent se mettre des limites. Qui? Les partis. Donc par rapport à, on va dire, l'appétit grandissant de LR. Oui, enfin des autres, mais de tous l'action. Bon, je veux dire, c'est pas un gouvernement comme un autre. C'est un gouvernement qui n'a pas reçu de mandat. C'est pas une cohabitation. C'est un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement, ce qui est propre d'une cohabitation. Donc c'est un gouvernement qui ne peut pas avoir les ambitions et qui ne peut pas satisfaire les ambitions des uns et des autres. Aucun parti n'est fondé aujourd'hui à dire je veux appliquer mon programme, ni même une partie de mon programme. Il faut un consensus, quoi. Ce gouvernement est là, c'est même pas un problème de consensus, il est là pour une seule chose, assurer la continuité de l'État, faire face aux événements. Jusqu'à une prochaine dissolution? Jusqu'à 2027? On verra, mais pour l'instant, la situation qui était... Mais le danger, c'était de mettre le danger, c'était que s'arrête la continuité de l'État. Assurer la continuité de l'État, ça veut dire faire un budget, il va falloir... Assurer la continuité de l'État, ça veut dire de ne pas réformer? Ou ça veut dire augmenter les impôts? Mais réduire les dépenses. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen d'avoir un budget. Mais personne n'est là pour réformer la fiscalité. Personne n'a de mandat pour ça. Bon, on peut augmenter les impôts, on peut le faire ou pas? On va voir. Non, mais vous savez ce que c'est, un budget? Oui, mais vous savez ce que c'est l'État, l'endettement, le désendettement? Oui, on ne peut pas en parler comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les impôts. Le gouverneur de la Banque de France le disait hier, il ne faut pas qu'il y ait de tabou fiscal. Il peut y avoir une mesure ici ou là. En fait, on dit augmenter une partie des impôts sur des sociétés, l'IS, peut-être taxer les énergéticiens. Oui, alors ça, les énergéticiens, quand je pense qu'on met EDF dans les énergéticiens et qu'on veut piquer des milliards à EDF, qui appartient à 100% à l'État et qui va avoir besoin de milliards d'investissements dans les années à venir, c'est se moquer du monde. Voilà. Mais je sais pas, il va falloir trouver une voie pour qu'il y ait un budget. Une voie, parce que est-ce que vous dites l'état de la France est préoccupant? Oui. La situation est grave, l'endettement... L'état de la France est préoccupant, pas seulement à cause de la dette. Est-ce que c'est François Fillon qui disait, dès 2007, je suis à la tête d'un État, il disait un État, il était Premier ministre, qui est en faillite?
Aujourd'hui, la France est en quasi-faillite. Le mot faillite est un mot qui n'a pas sa place dans ce débat. Ouais. La faillite, c'est quand on ne peut plus payer. La faillite, c'est quand on ne peut plus payer, qu'on a plus de trésorerie et que personne ne veut vous en prêter. Voilà. Et là, vous la êtes signature de la France donc ça ne vaut s'appelle toujours pas la quelque chose. faillite. La signature de la France vaut toujours quelque chose. Elle vaut toujours quelque chose. D'abord parce qu'il y a une épargne énorme dans le monde et il faut bien qu'elle aille quelque part. Et on voit bien que la plupart des pays, elle ne va pas tout aller en Allemagne. Et l'Allemagne, d'ailleurs, se trouve de plus en plus en difficulté, ni tout au Royaume-Uni. Une partie qui est déjà énorme, absorbée par les États-Unis, dont on ne peut pas dire que la gestion des finances publiques soit un modèle universel, mais qu'il y a le dollar pour ce... Alors certains disent qu'il y a un risque d'une vague de spéculation sur les marchés financiers. Ça, il existe toujours. Ça, c'est le sur problème. On a créé un monstre avec la finance globale. Ouais. Mais la meilleure façon de la provoquer, c'est de passer son temps à dire... C'est une catastrophe, tout va s'effondrer. Si vous dites ça, il y a... C'est Michel Barnier qui a commencé à dire la situation. Non, mais tout le monde a tort, là. Voilà, il a dit c'est très grave, mais c'est pas lui qui a commencé. Hein. Ça fait des mois qu'on nous assène la catastrophe, l'apocalypse. Mais vous dites que c'est pas le cas, si vous dites aux traders sur les marchés, aux prêteurs que votre situation est désastreuse et que tout va s'effondrer, vous les incitez pas vraiment à vous prêter de l'argent, quoi. Et là, vous risquez de déclencher une vague de spéculation autoréalisatrice, hein, c'est-à-dire, voilà. Mais donc les gens qui font ça, qui tiennent ce discours, mais ils jouent contre la France. Il faut mais vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Mais tous ceux, là, regardez les unes des hebdomadaires, écoutez les chroniqueurs sur certains économistes à la télé, à la radio, et les hommes politiques. Ils jouent contre la France, c'est grave ce que vous dites. Attendez, des ennemis de la France? Comment vous appelez ça? Je vous pose la question. Non, mais je ne sais pas les ennemis de la France, mais ils jouent contre la France. Pas les ennemis de la France. Si vous dites, encore une fois, aux prêteurs, aux traders, que vous êtes au bord de l'apocalypse, comment voulez-vous que ça ne finisse pas par déclencher une catastrophe? Ça veut dire, quand je vous entends, j'ai l'impression de vous entendre dire que peut-être la maladie de la française, c'est l'approche comptable. Ah, ça, c'est une des maladies les plus profondes, oui. De la société française, de la France? De la France, de la société politique et d'une partie des élites. Je sais pas, moi, quand vous avez une entreprise en difficulté, il y a deux solutions, il y a deux discours possibles. Le premier, qui consiste à dire « je vais redresser les comptes de l'entreprise ». Alors comment vous faites? Vous appelez un cost killer, ce qu'on appelle un cost killer, c'est un tueur de coûts. Bon, il va baisser tous les coûts, en général il tue l'entreprise, enfin dans 9 cas sur 10, il va tuer l'entreprise. Ou bien vous dites, ce qui est la seule attitude intelligente, de bon sens et rationnelle, pour redresser les comptes, je vais redresser l'entreprise. Et vous vous occupez de l'activité de l'entreprise. Donc comment on redresse l'entreprise France en réformant? Mais en réformant, c'est pas la réforme pour la réforme. Ouais. Moi, j'en peux plus là, de la réforme. Mais parce qu'on dit, je vous pose la question, mais c'est vrai qu'on dit réforme, on ne sait pas ce que ça signifie. Il faut, pour remettre de l'ordre dans nos finances publiques, il faut d'abord remettre de l'ordre dans notre société, dans notre économie. Voilà, on a mis un désordre fou, pas que dans la nôtre. Regardez les États-Unis, la Grande-Bretagne, on a fait la mondialisation n'importe comment. On voit bien d'ailleurs maintenant le reflux. Tout le monde commence à se dire il va peut-être se protéger. D'ailleurs, c'est un peu ce que disait Philippe Seguin. Mais oui, c'est ce que disait au début des années 90. Mais oui, il n'était pas le seul. Et puis, je l'ai dit avec lui. Voilà, mais je sais, c'est pour ça que je parle de Philippe Seguin. Parce que tout ça a été... C'était marqué, c'était inscrit. On avance. Mais là, on avance, là. Non, mais parce que j'ai des questions précises. Quel conseil vous donnez à Michel Barnier? On revient à ce que je vous posais précédemment. Est-ce qu'il doit augmenter les impôts? Lesquels? Que faut-il faire? Que doit-il faire? Est-ce qu'il doit taxer les plus riches, les sociétés les plus rentables? Et puis, on a envie de vous dire... C'est ces recettes d'ailleurs qui ne résoudront rien, parce que, encore une fois, puisqu'il faut remettre de l'ordre dans l'économie et dans la société pour apurer tout ça, ça prend du temps, c'est toute une politique. Hein, si vous laissez l'école ruinée, vous tuez la croissance de demain, donc vous tuez les recettes de demain. Voilà, donc vous n'allez pas résoudre le problème des finances publiques. Ce que je crois... qu'il a à faire, mais moi, je n'ai pas de conseil à lui donner, sauf ceci. Il faut simplement qu'il arrive à trouver la voie par laquelle un budget pourra être voté. Voilà. Sans censure, c'est ça que ça veut dire. Sans censure, parce que si la censure, de toute façon, il disparaît. Et si le budget n'est pas voté... Mais alors, quand il dit il faut la hausse d'impôts, ou augmenter les impôts, est-ce que ce n'est pas une maladie française?
la hausse d'impôts. Je crois que c'est pas que la maladie française. C'est souvent une solution de facilité. Et en même temps, je reviens sur ce que disait le gouverneur de la Banque de France. Il faut pas qu'il y a pas de tabou. Il peut y avoir ici ou là quelque chose à faire sur les impôts. En tout cas, il faut rien s'interdire puisqu'il faut trouver une voie qui soit acceptable. Et vous y croyez pour tout le monde. Vous pensez qu'il Mais peut moi, je trouver suis cette pas un voie fanatique de la hausse des impôts. Hein. Ouais, mais vous Je pensez trouve toujours que j'en paye trop. Donc ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'argent. Mais est-ce Non. que, est-ce que cette voie, elle est trouvable, entre guillemets est-ce que Michel Barnier peut s'en sortir? Mais je n'en sais rien, il faut essayer. Ouais, il est là pour essayer. Il est là pour essayer par tous les moyens. Je n'en sais rien. Il a contre lui toutes les contraintes possibles, toutes les contradictions possibles. Voilà. Regardez l'état de l'Assemblée, regardez l'état de la société. Il est pris entre l'appétit des partis et puis les désirs du président de la République. Voilà, c'est une situation inconfortable, difficile. La seule chose qu'on peut lui demander, c'est de tout faire pour essayer d'y arriver. Vous parliez de la réforme des retraites tout à l'heure. Est-ce qu'il faut l'abroger? Moi, je suis pour l'abrogation de la réforme des retraites d'une façon très simple. Supprimer l'âge de départ à la retraite et ne garder que les annuités. Voilà, comme ça, on ne se posera plus la question. Une retraite à la carte, une retraite par points? Alors, c'est un autre débat, la retraite par points. Moi, j'ai toujours été favorable, mais pas comme donc, les annuités. Pas comme l'avait fait Macron, mais c'est un autre sujet. Ouais. Les annuités, c'est-à-dire, arrêtons, les réformes d'annuités, elles passent en général parce qu'elles sont justes, et on allongera s'il le faut. C'est un peu la réforme Touraine. Hein. C'est la réforme Touraine. Ouais. On ajustera s'il le faut parce que la démographie l'exigera. Voilà. Mais l'âge, ça rapporte quand? Ça rapporte quand on fait travailler plus longtemps que les autres pour avoir droit à leur retraite, ceux qui ont commencé à travailler tôt. Et donc c'est un conseil, par exemple, que vous donnez à Michel Barnier? Comment? Abroger les 64 ans. Mais moi, j'ai déjà dit ça depuis très longtemps, mais c'est pas un conseil, c'est mon opinion. Les réformes d'âge sont toujours des réformes injustes parce qu'elles tapent les travailleurs, elles se font sur le dos des gens. Et pourtant, réforme d'âge, c'était demandé par LR notamment. Comment? Demandé par LR. Oui, alors. Alors, on avance. Alors, c'est une bêtise demandée par l'un ou par l'autre, ou une injustice, et toujours une injustice ou une bêtise. Et l'abrogation de la réforme des retraites est demandée par la gauche et par le RN. Encore une fois, il faut savoir, si c'est revenir à 60 ans, c'est déraisonnable. Si c'est supprimer l'âge de la retraite, ça me paraît raisonnable. Ça coûte cher au début, hein. Faut pas arriver, parce qu'il y a plein de gens qui, justement, sont frappés par cette injustice. Mais ça nous laisse la possibilité d'ajuster, une fois que la réforme Touraine aura atteint son plein effet, ce qui n'est pas encore le cas, d'ajuster en fonction de la démographie sans injustice. Et sans injustice pour le travail, comment peut-on vouloir valoriser le travail en le taxant de cette façon? Autre sujet, il y a quasiment un an, Henri Seguin, j'allais dire, Henri Guénaud, le programme du Hamas du 7 octobre. Qu'est-ce que vous comprenez à ce qui se passe depuis le 7 octobre? Alors, moi j'étais un des premiers à appeler ça un pogrom. Hein. Je n'appelle pas ça un acte de terrorisme, j'appelle ça un pogrom. Et l'antisémitisme, la montée exponentielle de l'antisémitisme, notamment en France. Oui, alors il faut pas tout mélanger. Il y a une montée de l'antisémitisme qui date d'avant cette affaire, que la crise, la resurgence de la crise palestino-israélienne nourrit aujourd'hui et fournit des arguments à un certain nombre de gens. Mais il ne faut pas croire que l'antisémitisme ne vient que de là. Le vrai danger de cette histoire, c'est qu'il peut en faire renaître un autre. Voilà. Qui est moi, ça m'obsède. Mais ça fait 2000 ans que le juif est la figure du bouc émissaire en Occident. Voilà. Et là, ils ne réveillons pas. Ou pas c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça peut réveiller un antisémitisme encore plus vaste et plus profond. Voilà, c'est comme dans toutes les périodes de crise, parce que dans les périodes de crise, on cherche des boucs émissaires. Voilà, donc, mais alors, par rapport à ce qui se passe en France... Après, moi, et on va parler de la Méditerranée et de la paix. Après sur le conflit israélo-palestinien, qui ne devrait pas être un conflit franco-français. Hein, mais justement, je vous parle de ça, et après on parlera du conflit israélo-palestinien, de l'après. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il y a un constat qui est fait, hein, cette explosion d'antisémitisme, il est véhiculé souvent par la gauche de la gauche, c'est-à-dire par LFI, sous couvert d'antisionisme. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce qu'il faut comprendre à ça? C'est-à-dire on voit qu'un certain nombre de dirigeants de LFI attisent le feu. Oui, alors d'abord, il y a toujours eu une gauche antisémite comme une droite antisémite, et ils attisent le feu parce qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire. Donc, et LFI, c'est devenu un parti antisémite? Je ne sais pas s'il est devenu ou si... il a toujours été? Si ça ressurgit, mais c'est toujours pareil. Parce qu'en faisant de la Palestine le thème central de la campagne européenne.
Alors c'est la question, est-ce qu'ils font de la Palestine le thème central de la campagne européenne, ou est-ce qu'ils font de la haine du juif c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire que l'un sert de prétexte à l'autre. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils font de la haine du juif le thème central. Ils ont fait de la haine du juif le thème central de leur campagne, de leur stratégie? Ça va dans leur stratégie, encore une fois. La haine du juif. Ils ont décidé d'avoir comme cible politique une partie seulement de la population, et c'est une partie de la population susceptible d'être sensible à cette désignation du bouc émissaire juif. Voilà. C'est une partie de la population, vous voulez dire les gens issus de l'immigration? Oui, voilà, certains quartiers, certains... voilà, on voit bien, ils le disent d'ailleurs très, très ouvertement. C'est les banlieues qui comptent, c'est ce qu'a dit même certes, pas toutes les banlieues, hein, mais... Et alors, une question importante, l'après-guerre de Gaza, peut-être on va voir ce qui se passe au Liban. Tout le monde joue ce jeu. Quel jeu? Le jeu de diviser les uns contre les autres. Tout le monde cherche son bouc émissaire, et ça nous promet des lendemains très dangereux. Des lendemains très dangereux. Est-ce que la paix peut se faire avec les mêmes dirigeants en Israël et du côté des Palestiniens? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez à la paix? Alors moi, je m'efforce de ne pas croire, mais d'essayer de vouloir et d'espérer. La position de la France doit être celle des deux États. Il n'y en a pas d'autre. Elle est difficile. Je n'ai pas de solution miracle. Je ne pense pas que les dirigeants israéliens, là, récemment, aient vraiment rendu service à Israël, parce que abîmer la position morale d'Israël dessert profondément Israël. C'était une de ses forces, Israël. Donc il faut faire très attention à ça. Mais indépendamment de ça, moi, je n'ai pas à me mêler de la politique intérieure israélienne. Sauf qu'on y voit d'ailleurs les perversions de la proportionnelle intégrale. Mais le rôle de la France doit être d'essayer de faire prévaloir la solution à deux États, même si c'est difficile, même si on ne se met pas autour d'une table, on ne peut pas savoir. On est sûr de ne pas arriver à une solution. Même quand, en se mettant en bord d'une table, on ne sait pas au départ où on va arriver. C'est comme pour tout. Moi, je vous renvoie au discours de Nicolas Sarkozy devant la Knesset à l'époque, et qui pourtant était ami avec Netanyahou, et qui défend... Et qui était dur. Oui. Qui disait les choses. Oui, qui disait les choses. Comme le discours de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, devant la Knesset, comme celui de François Mitterrand en 82. Oui, absolument. Où il avait détaillé, comme Nicolas Sarkozy plus tard, les paramètres de la paix. Dès 1982. Voilà. Et on l'a fait sans concession. Et je pense que en plus, c'était une position constante de la France. La France, elle a besoin d'avoir une position qui soit lisible et qui ne varie pas sans. D'ailleurs, je me souviens de Nicolas Sarkozy à la Knesset quand j'étais. Oui. Et ça avait surpris. Ça avait surpris. Comment Nicolas Sarkozy, qui est ami d'Israël, parle ainsi? C'est ça le langage de vérité. Oui. Le langage d'un chef d'État. Voilà, moi, je travaillais sur ce discours beaucoup. Et vous remarquerez une chose, c'est que tout en disant la vérité, parce qu'on doit dire la vérité à ses amis, tout en disant la vérité, personne n'est sorti. Il n'y a pas eu d'éclat. Tout le monde est. Voilà. Merci en tout cas, Henri Guénaud, d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne fin de journée sur Radio J. Et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.